Lorsque nous parlons de l'extinction des dinosaures, l'un des événements les plus bouleversants de l'histoire de la Terre s'est produit il y a environ 66 millions d'années. Cet événement a entraîné l'extinction d'environ 75% de toutes les espèces, y compris les créatures géantes qui dominaient autrefois la planète. Le ciel a été recouvert de poussière et de gaz, empêchant la lumière du soleil d'atteindre la surface de la Terre. Les températures mondiales ont chuté brutalement, déclenchant un hiver prolongé. Le manque de lumière solaire et les températures glaciales ont perturbé les écosystèmes, stoppé la photosynthèse des plantes et brisé les chaînes alimentaires. Que s'est-il passé immédiatement après ce moment? Existe-t-il encore des mystères qui restent à découvrir? Les chercheurs ont trouvé des preuves fossiles montrant qu'à cette époque, de petits animaux comme des espèces semblables aux rongeurs et des oiseaux ont commencé à s'adapter et à survivre. Et en l'espace d'environ 10 millions d'années, les mammifères se sont diversifiés et se sont largement répandus. Explorons ces transformations remarquables à travers un voyage pour comprendre comment la planète s'est rétablie après cette catastrophe d'extinction. Pendant plus de 165 millions d'années, les dinosaures ont dominé la planète avec une suprématie absolue. Ils ont survécu aux fluctuations du niveau de la mer, aux périodes de dioxyde de carbone élevé et aux cycles volcaniques qui ont duré des millions d'années. Puis, en un laps de temps remarquablement court, toute la trajectoire biologique de la Terre a été violemment perturbée, ne laissant à aucun organisme la capacité de réagir. Ce n'était pas une catastrophe biologique ordinaire, c'était un événement physique à l'échelle planétaire. Des ondes de choc se sont propagées à des vitesses supersoniques, transmettant une énergie immense à travers la croûte et le manteau de la Terre. Les modèles sismiques suggèrent que la planète a tremblé plus violemment que lors de tout séisme jamais enregistré dans l'histoire humaine. Un événement que l'on peut décrire comme une convulsion sismique à l'échelle planétaire. Des billions de tonnes de roches, de fines poussières minérales et surtout des composés contenant du soufre provenant de roches riches en sulfate ont été projetés dans la stratosphère et au-delà. Lorsque ces matériaux sont rentrés dans l'atmosphère à des vitesses extrêmes, un phénomène global, quasi simultané, s'est produit. La surface de la Terre a été engloutie dans une pluie thermique où les températures de l'air ont atteint des niveaux suffisamment élevés pour enflammer la végétation sèche. Les preuves géologiques indiquent que des incendies de forêt ont éclaté sur la plupart des continents, non pas parce que les flammes se propageaient rapidement, mais parce que la chaleur ambiante elle-même devenait insupportable. Les océans n'ont pas été épargnés, des tsunamis massifs, atteignant des centaines de mètres de hauteur, se sont propagés depuis le site d'impact, balayant les régions côtières. Fait crucial,
les dinosaures ne sont pas morts au moment même de l'impact. Mais la Terre, qui a suivi, n'était plus la planète sur laquelle ils avaient évolué pour survivre. Immédiatement après l'impact, des études géologiques indiquent que des billions de tonnes de fines poussières de silicate, de cendres minérales et de composés soufrés ont été projetés dans la stratosphère et la mésosphère. Au cours des premières heures, la lumière du jour a commencé à s'atténuer de manière anormale. Ce n'était pas un coucher de soleil. Sur de vastes régions continentales, les niveaux de lumière ont chuté jusqu'à ressembler à un crépuscule prolongé. Peu après, le soleil est devenu presque invisible à l'œil nu. Les modèles climatiques basés sur les sédiments de la limite KPG suggèrent que la transmission de la lumière atmosphérique pourrait être tombée en dessous de 5% et encore plus bas dans les régions directement affectées par les nuages de poussière les plus denses. Lorsque les éjectats à haute altitude sont rentrés dans l'atmosphère à des vitesses énormes, ils ont déclenché un phénomène mondial rare, le réchauffement atmosphérique, dû à la rentrée. Des milliards de minuscules fragments sont devenus rouges incandescents en entrant en collision avec les molécules d'air, créant une pluie de feu quasi simultanée à l'échelle de la planète. Il ne s'agissait pas de gros météores, mais d'innombrables traînées éphémères, suffisantes pour chauffer la basse atmosphère et maintenir des températures élevées durant les premières heures critiques, même si la lumière solaire était déjà bloquée. Dans le même temps, le dioxyde de soufre libéré par les roches riches en sulfate au site d'impact a rapidement réagi avec la vapeur d'eau atmosphérique. En quelques dizaines d'heures seulement, cette chimie a produit des aérosols sulfurés, des gouttelettes acides microscopiques capables de réfléchir la lumière solaire avec une efficacité extrême. Puis, la pluie a commencé, mais ce n'était pas une pluie porteuse de vie. Une pluie d'acide sulfurique s'est formée lorsque les aérosols de soufre se sont regroupés en nuages et sont retombés à la surface. Les preuves isotopiques du soufre dans les sédiments de la limite KPG révèlent une phase d'acidification globale survenue en quelques jours à quelques semaines après l'impact. Sur Terre, les sols ont été privés de nutriments, tandis que la végétation déjà endommagée par le feu a subi une nouvelle attaque chimique. Dans les océans, en particulier près de la surface, l'acidification rapide a exercé une pression sévère sur le plancton à coquilles calcaires. Plus dangereux encore, la source fondamentale d'énergie de la biosphère a été interrompue. La photosynthèse, le processus qui alimentait presque toutes les chaînes alimentaires terrestres et une grande partie de l'océan, a commencé à échouer à une échelle massive. Dès que le ciel a disparu, la Terre est entrée dans la phase la plus dangereuse de tout l'événement d'extinction. Et c'est au cours de cette obscurité prolongée, lorsque la photosynthèse a cessé à l'échelle mondiale, que les réseaux alimentaires ont commencé à s'effondrer dès leur fondation.
Lorsque les dernières poussières se sont finalement dissipées et que la lumière du Soleil a commencé à percer une atmosphère purifiée, la Terre est apparue comme une planète différente, étrangère même à sa propre histoire. Les structures écologiques, qui étaient restées stables pendant des dizaines de millions d'années, avaient disparu. À leur place se trouvait un monde ouvert et clairsemé, où la vie a été contrainte de réapprendre à s'organiser à partir des bases les plus fondamentales. Au cours des premiers millénaires suivant la limite KPG, la surface de la planète portait les marques indéniables d'une réinitialisation écologique. Les archives de pollen et de spores, provenant de plusieurs continents, révèlent une prolifération mondiale de fougères. Les fougères ne nécessitent aucun pollinisateur animal, se propagent rapidement et prospèrent dans des sols pauvres en nutriments. Leur domination temporaire montre que la Terre était retombée dans un état primitif, post-catastrophe, où la rapidité de recolonisation importait plus que la complexité. Les forêts à fleurs qui recouvraient autrefois les continents n'ont pas pu revenir immédiatement. Le sol lui-même avait besoin de temps pour retrouver sa structure et ses nutriments. Le climat durant cette période est resté instable. Bien que les aérosols sulfurés et les fines poussières aient fortement diminué, le système climatique mondial a nécessité des dizaines de milliers d'années pour atteindre un nouvel équilibre. Les archives sédimentaires indiquent des fluctuations de la température et du CO2 atmosphérique. Car le cycle du carbone a été perturbé, la photosynthèse est restée affaiblie pendant de longues périodes, tandis que l'altération et l'activité géologique continuaient d'injecter du carbone dans l'atmosphère. La Terre est entrée dans le Paléogène non pas par une renaissance instantanée, mais par un lent processus d'adaptation à l'échelle planétaire. En l'espace d'environ 100 000 ans, les populations survivantes ont commencé à se répandre, de petits mammifères, autrefois confinés à des marges écologiques étroites, faisaient désormais face à une planète presque vide. Ils n'ont pas remplacé les dinosaures, ils ont exploré un nouveau monde. La diversité a augmenté lentement mais régulièrement, reposant sur des stratégies économes en énergie, une flexibilité comportementale et des régimes omnivores. Des formes expérimentales sont apparues puis ont disparu. L'évolution à ce stade était un processus d'exploration et non une course vers la taille ou la domination. Il a fallu 1 à 2 millions d'années pour que les écosystèmes terrestres commencent à se stabiliser. Les plantes à fleurs ont progressivement retrouvé un rôle central, construisant de nouvelles forêts plus basses, plus ouvertes, mais plus efficaces dans les climats post-catastrophes. Dans le même temps, les mammifères sont entrés dans une radiation évolutive, se diversifiant en taille, en dentition, en mode de vie et en comportement. Ce n'était pas une explosion chaotique, mais un déploiement sélectif au sein d'un environnement transformé. Environ 10 millions d'années après l'événement KPG,
la Terre présentait un nouveau modèle de biodiversité Aucun organisme unique n'a dominé de manière absolue pendant de longues périodes. Les écosystèmes étaient plutôt définis par de nombreuses niches plus petites, des flux d'énergie flexibles et une capacité à se réorganiser. À mesure que les conditions changeaient, dans les océans, les réseaux alimentaires ont été reconstruits à partir de nouvelles bases, favorisant les groupes dont les stratégies de survie correspondaient à un monde plus variable. La vie n'est pas revenue à son point de départ. Elle a avancé sur des chemins qui n'avaient jamais existé auparavant. L'histoire de la vie est entrée dans un nouveau chapitre. Un chapitre qui nous oblige à considérer la catastrophe non seulement comme une fin, mais comme un commencement acquis au prix d'un monde entièrement perdu. C'est devenu un monde façonné par des survivants discrets, de petits organismes adaptables et à faible consommation d'énergie, qui vivaient autrefois dans l'ombre des géants. Le premier trait déterminant des survivants était leur petite taille corporelle. Les preuves fossiles montrent que la plupart des mammifères ayant franchi la limite KPG pesaient seulement quelques dizaines à quelques centaines de grammes, soit à peu près la taille de souris ou de petits écureuils. Des corps plus petits signifiaient des besoins énergétiques plus faibles. Une tolérance plus longue au jeûne et la capacité de survivre avec des sources de nourriture de mauvaise qualité comme les insectes, les débris organiques, les graines sèches ou les charognes. Dans le monde post-impact, cela est devenu un avantage décisif. Un mode de vie nocturne a également joué un rôle essentiel. Bien avant la disparition des dinosaures, de nombreux mammifères avaient été poussés vers une activité nocturne pour éviter la concurrence et la prédation. Lorsque la lumière du jour a fortement diminué et que les températures ont chuté, les espèces déjà adaptées à l'obscurité, avec une vision en faible luminosité, une ouïe développée et un odorat aigu, étaient bien mieux adaptées pour survivre que les animaux fortement dépendants de la vision diurne. Un autre facteur clé était la thermorégulation dans un environnement froid et très instable. Les animaux à sang chaud peuvent maintenir leur activité physiologique indépendamment de la température ambiante. Cela leur a permis de continuer à chercher de la nourriture, à se reproduire et à protéger leurs petits même lorsque le climat est devenu hostile. Cette combinaison de traits explique pourquoi les mammifères ont survécu à des taux bien plus élevés que les grands reptiles terrestres. Cependant, les mammifères n'étaient pas les seuls à survivre à cette période sombre. Les oiseaux, descendants directs des dinosaures aviens, faisaient également partie des survivants essentiels. Les archives fossiles indiquent que seules certaines lignées d'oiseaux ont franchi la limite KMH-PG.
principalement de petites espèces omnivores ou granivores, capables de voler avec agilité et de migrer sur de longues distances à la recherche de nourriture dispersée. Les grands oiseaux, les prédateurs spécialisés ou les espèces étroitement dépendantes de la végétation verte ont presque totalement disparu. Cela souligne un principe constant: une spécialisation élevée augmente le risque d'extinction lors de crises prolongées. Dans les écosystèmes d'eau douce et semi-aquatiques, les taux de survie étaient encore plus élevés. Les tortues, les crocodiliens, les serpents, les lézards et de nombreux poissons d'eau douce apparaissent de manière continue dans les sédiments postérieurs à la limite Kpg. Ces animaux ont des taux métaboliques faibles, peuvent supporter de longues périodes sans nourriture et vivent souvent dans des environnements moins directement dépendants de la photosynthèse de surface. Les rivières et les lacs ont continué à recevoir de la matière organique provenant des terres et des organismes en décomposition, offrant une base énergétique plus stable que les océans, où les réseaux alimentaires ont été plus gravement perturbés. La capacité à se mettre à l'abri était un autre avantage crucial pour la survie. Les espèces capables de creuser, de vivre sous terre, dans des troncs creux ou sous l'eau, étaient protégées des fluctuations thermiques et chimiques extrêmes à la surface. Les terriers offraient des températures plus stables, une humidité plus élevée et une protection contre les pluies acides durant les premières phases après l'impact. Cela a permis à de nombreux petits animaux de survivre aux phases les plus sévères du climat post-impact. Tous ces traits se sont manifestés de la manière la plus claire chez les premiers mammifères. Avant l'événement Kpg, ils étaient de petites créatures discrètes, vivant entièrement dans l'ombre des dinosaures. Après la limite, les caractéristiques mêmes qui les faisaient autrefois paraître inférieures sont devenues des avantages évolutifs essentiels. Des cerveaux relativement grands ont permis une flexibilité comportementale et un apprentissage rapide. Une dentition variée a soutenu des régimes omnivores. La fourrure a aidé à conserver la chaleur et des cycles de reproduction courts ont permis aux populations de rebondir rapidement à mesure que les conditions s'amélioraient. Ils n'ont pas dominé immédiatement, mais ils ont perduré alors qu'une grande partie du monde vivant ne l'a pas fait. La vie n'a pas besoin de force brute pour survivre à une crise. Elle a besoin de flexibilité et d'efficacité énergétique. Si notre propre civilisation dépend de systèmes énergétiques complexes et stables, sommes-nous réellement résilients ou vivons-nous simplement dans une fenêtre rare et favorable de la longue histoire de la Terre ? Dans chaque écosystème, l'énergie circule dans une seule direction. Des producteurs primaires, plantes et plancton photosynthétiques, vers les niveaux supérieurs de consommateurs. Le point critique est le suivant:
les réseaux alimentaires ne s'effondrent pas instantanément. Sur Terre, les herbivores ont été les premiers à atteindre les limites de la survie. Les plantes ne pouvaient plus croître. Les jeunes feuilles, les nouvelles pousses et les herbes, les sources de nourriture les plus riches en énergie, ont disparu. Les grands animaux, nécessitant des dizaines à des centaines de kilogrammes de biomasse chaque jour, sont rapidement entrés dans un état de déficit énergétique prolongé. Les preuves fossiles montrent que les dinosaures herbivores, malgré leur domination passée en nombre et en taille, ont disparu relativement rapidement du registre stratigraphique. Une fois la couche des herbivores effondrée, les prédateurs sont entrés dans leur phase finale et de courte durée d'existence. Au cours des premières semaines et des premiers mois, les carcasses d'herbivores ont fourni une source temporaire d'énergie. Mais cette réserve était limitée. Lorsque les populations de proies sont tombées en dessous d'un seuil critique, les grands prédateurs, ceux ayant les besoins métaboliques les plus élevés, ne pouvaient plus maintenir leur température corporelle, leur activité ou leur reproduction. Cela explique pourquoi les prédateurs au sommet de la chaîne ont subi une extinction presque totale. Les caractéristiques mêmes qui assuraient autrefois leur domination, grand corps, musculature puissante, système nerveux complexe, sont devenus des handicaps dans un monde pauvre en énergie. Dans les océans, l'effondrement a suivi une logique encore plus claire. Le plancton photosynthétique, base des écosystèmes marins, a fortement décliné lorsque les niveaux de lumière sont tombés en dessous du seuil nécessaire pour maintenir la photosynthèse. Cela a été suivi par l'effondrement du plancton hétérotrophe, puis par celui des organismes filtreurs, tels que les mollusques et les petits crustacés. Les petits poissons ont disparu en premier, suivis des plus grands. Les réseaux alimentaires marins, restés stables pendant des dizaines de millions d'années, se sont désagrégés de bas en haut, laissant des lacunes évidentes dans le registre fossile. L'une des preuves les plus solides de cet effondrement est l'extinction complète des ammonites et des bélemnites. Ces groupes de céphalopodes dominaient les océans du Crétacé, étaient répartis à l'échelle mondiale et possédaient des cycles de vie bien adaptés à des environnements stables. Cependant, ils dépendaient étroitement de réseaux alimentaires marins riches en énergie. Lorsque le plancton s'est effondré et que la chimie des océans a évolué vers l'acidification, ces groupes ont perdu leur fondement écologique et ont totalement disparu de la Terre. En revanche, certains organismes dotés de stratégies de survie plus flexibles ont montré des taux de survie bien plus élevés. Les poissons d'eau douce, les tortues, les crocodiliens et certains amphibiens ne dépendaient pas directement de réseaux alimentaires marins complexes et pouvaient supporter de longues périodes sans nourriture,
grâce à des taux métaboliques faibles, les écosystèmes d'eau douce, avec des chaînes alimentaires plus courtes et un apport continu de matière organique provenant des environnements environnants, sont devenus des refuges biologiques temporaires. C'est pourquoi les archives fossiles montrent de manière constante des taux de survie nettement plus élevés dans les systèmes d'eau douce que dans les océans ou les paysages terrestres arides. Plus un écosystème est complexe et dépend de multiples liens stables, plus il devient vulnérable lorsqu'un maillon fondamental est supprimé. Les systèmes plus simples, avec moins de niveaux énergétiques et des stratégies de survie plus flexibles, sont mieux capables de se réorganiser rapidement dans des conditions extrêmes. Alors que la planète entrait dans son nouvel état, l'obscurité est devenue la condition dominante. Les fines poussières de silicate et les aérosols sulfurés, projetés dans la stratosphère par l'impact de Chicxulub, ne sont pas retombés sur Terre comme des cendres volcaniques ordinaires. À ces altitudes, où la pluie ne peut pas les éliminer, ils sont restés en suspension pendant de longues périodes, réfléchissant et diffusant continuellement la lumière du Soleil, réduisant fortement l'énergie atteignant la surface. Dans ces conditions, la photosynthèse ne s'est pas seulement affaiblie, elle s'est presque arrêtée à l'échelle mondiale. Sur Terre, les plantes sont restées debout, mais elles n'ont survécu qu'avec les dernières réserves accumulées avant la catastrophe. Dans les océans, où la lumière est déjà faible en profondeur, la catastrophe s'est déroulée plus rapidement et de manière plus complète. Le plancton photosynthétique, moteur de l'énergie marine, dépend directement de la lumière en surface. Les preuves fossiles et géochimiques montrent que l'effondrement s'est propagé vers le haut à partir de la base du réseau alimentaire. L'obscurité prolongée a simultanément déclenché un choc climatique avec le rayonnement solaire entrant bloqué. La Terre a continué à émettre de l'énergie infrarouge dans l'espace conformément aux lois physiques. Les preuves fossiles et géochimiques montrent que l'effondrement s'est propagé vers le haut à partir de la base du réseau alimentaire. L'obscurité prolongée a simultanément déclenché un choc climatique. Avec le rayonnement solaire entrant bloqué, la Terre a continué à émettre de l'énergie infrarouge dans l'espace conformément aux lois physiques. Les modèles climatiques, reconstruits à partir des sédiments de la limite Kapigé, indiquent que les températures moyennes mondiales ont pu chuter de 10 à 15 degrés Celsius et encore davantage à l'intérieur des continents. Le refroidissement inégal a amplifié les écarts de température entre le jour et la nuit, créant des conditions physiologiques extrêmes que la plupart des organismes du Crétacé n'avaient jamais rencontrées. Le gel est apparu à des latitudes plus basses que d'habitude. De nombreuses régions autrefois chaudes sont entrées dans un froid prolongé. Dans le même temps, les pluies acides ont poursuivi leur attaque. Les aérosols sulfurés se sont mêlés aux nuages et sont retombés en précipitation, lessivant les nutriments des sols
et affaiblissant le potentiel de récupération de la végétation restante. Dans les océans, l'acidification des eaux de surface a réduit la saturation en carbonate de calcium, déclenchant une crise pour les organismes à coquilles. Le registre fossile documente la disparition complète des ammonites et des bélemnites durant cette période, non pas en raison de l'impact direct, mais parce que l'environnement ne fournissait plus suffisamment d'énergie ni une chimie favorable pour soutenir leur structure biologique complexe. Lorsque la photosynthèse s'est arrêtée, chaque chaîne alimentaire a perdu sa source. Les herbivores ont disparu en premier, les carnivores ont survécu brièvement en se nourrissant de carcasses, puis ont également manqué d'énergie. L'extinction ne s'est pas produite d'un seul coup, mais s'est propagée couche par couche. Des espèces directement dépendantes des plantes jusqu'aux prédateurs au sommet. La taille corporelle est devenue un désavantage mortel. Les grands organismes nécessitent un apport énergétique élevé pour maintenir leur chaleur et leur activité. Dans un monde pauvre en énergie, l'efficacité biologique importait plus que la force. Les petites espèces, avec de faibles besoins métaboliques, capables de jeûner longtemps ou de s'adapter à des régimes omnivores, avaient une chance de survivre. La sélection naturelle, durant cette phase, ne récompensait pas la domination, elle récompensait l'économie et la flexibilité. La catastrophe KPG n'était pas simplement un impact, mais une restructuration de la biosphère à mesure que l'énergie revenait lentement avec la dissipation des aérosols. La Terre n'est pas revenue à son état précédent. La plupart des liens de l'ancien système avaient disparu. Les niches écologiques étaient vides. Les survivants, peu nombreux mais adaptables, ont dû faire face à un nouveau monde, plus froid, plus pauvre en énergie, et qui n'était plus dominé par les géants. L'extinction des dinosaures n'a pas été simplement un point final localisé, mais une reconstruction profonde à l'échelle mondiale. Après l'impact fatal de Chicxulub, la Terre ne s'est pas entièrement effondrée. Elle est entrée dans une phase de purification impitoyable. Alors que l'atmosphère était obscurcie par la poussière et le soufre, la photosynthèse s'est arrêtée, déclenchant un effondrement en cascade des chaînes alimentaires des océans au continent. Pourtant, au cœur même de cette dévastation totale, un nouvel ordre du monde a commencé à émerger des ruines. Lorsque les dernières particules de poussière se sont finalement dissipées après des dizaines de milliers d'années, la lumière du soleil est revenue, déclenchant une remarquable récupération de la vie végétale. Les mammifères, autrefois petits, cachés et marginalisés, ont entamé une puissante expansion évolutive durant le Paléogène, libérés de la pression des prédateurs gigantesques.
ils se sont rapidement diversifiés en taille et se sont adaptés à des environnements allant des forêts denses aux prairies ouvertes. Ce qui a suivi la catastrophe n'était pas simplement la mort, mais le plus grand transfert de domination de l'histoire géologique.
Thank you for staying with WUFO Space until the very end of this journey through the vast universe. If you found this video interesting and insightful, don't forget to like, share, and subscribe to WUFO Space so you won't miss our next cosmic adventures. Your support means the world to us and fuels our passion to keep exploring the wonders beyond.